Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque dimanche dans le cadre de votre magazine de l'information. Ce midi, nous nous intéressons à la crise au sein du patronat camerounais. Les membres sont désormais divisés sur la question de la validation ou non du traité de fusion signé le 5 avril dernier entre le groupement interpatronal du Cameroun et Entreprises du Cameroun. Une situation qui a provoqué d'importantes dissensions au sein des organes dirigeants du JICAM. Nous en parlons ce midi avec Métioum Tayou, directrice générale Spinch. Et en deuxième partie, nous mettrons le cap sur la République centrafricaine. Dans cet état, c'est la convocation d'un référendum constitutionnel le 30 juillet prochain qui divise. Alors que le parti au pouvoir, le MCU et ses alliés se réjouissent de cette annonce faite par le président Faustin-Archange Touadéra, l'opposition politique promet de faire barrage à ce projet. Yam Timba, analyste politique, est déjà sur ce plateau. Il est l'invité du Grand 7. A tout de suite. Le monde bouge, l'Afrique encore plus. Vous l'avez compris, c'est l'instant Round-up. Bonjour et bienvenue à ce round-up de l'actualité de la semaine. Et au Cameroun, on a parlé cette semaine de la fusion entre le JICAM et ECAM. Suite à l'imbroglio statutaire qui oppose le conseil d'administration du groupement interpatronal du Cameroun au comité des sages de la même institution, le président du JICAM, Célestin Tawamba, est sorti de sa réserve cette semaine pour faire la mise au point sur ce conflit présumé. Dans une note du 30 mai, il a rappelé les compétences statutaires de chaque organe de l'organisation patronale dans son fonctionnement et a appelé tous les membres à voter en faveur de l'union du JICAM et de l'ECAM à la prochaine assemblée du 11 juillet 2023. Toujours en économie au Cameroun, investissement, le difficile accès au financement plombe le développement des petites et moyennes entreprises. C'est le constat fait par le ministre des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat. Il a fait savoir à l'occasion de la présentation de l'annuaire statistique sur les PME cette semaine à Yaoundé. Une situation qui est la conséquence d'une conjoncture économique peu favorable, mais surtout des difficultés d'accès au financement. Au sud-ouest Cameroun, le conflit anglophone a entraîné la fermeture de 54% des écoles. Les données sont du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU qui a donné ces statistiques cette semaine. Depuis le début de ce conflit, de nombreux enfants dans les zones touchées n'ont pas d'accès sécurisé à l'éducation. Certains doivent parcourir de longues distances pour se rendre à l'école, ce qui les expose à divers risques de protection. Au Sénégal, le président de la République Macky Sall a mis en garde contre tout acte de violence perpétré contre la nation. C'était à l'ouverture le 31 mai au Palais de la République à Dakar du dialogue national, devant apaiser les tensions sociales actuellement en cours dans le pays. Une annonce qui, de l'avis des observateurs, vise les violences causées par les mouvements de soutien au leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Élection générale au Zimbabwe, le chef de l'État Emmerson Mnangagwa a donné la date du 23 août 2023 alors que l'opposition exprimait déjà son impatience. Les Zimbabwéens sont donc attendus aux urnes le 23 août pour les élections générales. En République centrafricaine, le président Faustin-Archange Touadéra va soumettre le peuple à un référendum constitutionnel à la fin du mois de juillet. L'annonce a été faite cette semaine lors de son adresse à la nation qui a été aussitôt mise en ligne. La décision intervient, d'après le chef de l'État, après consultation des présidents de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle.
Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, était cette semaine au Kenya. Il a évoqué cette semaine le mémorandum de l'ONU sur les céréales dans le pays, des questions humanitaires, l'éducation et la coopération au sein des Nations Unies sont également des sujets qui ont été évoqués avec le président kényan du côté de Nairobi. En santé, le Cameroun a intégré cette semaine le conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé. Le ministre camerounais de la Santé, qui a été reçu en marge des travaux de la 76e Assemblée mondiale de la santé tenue à Genève en Suisse, a ainsi représenté le Cameroun aux côtés de ses 6 autres homologues d'Afrique. Et toujours cette semaine, cette note en culture, le ndolé, le plat camerounais, a été classé à la 47e place dans le classement annuel des plats traditionnels dans le monde de test Atlas, rendu public cette semaine. Le ndolé, ce plat royal qui jadis était servi dans les foyers les dimanches à la maison comme repas de communion. Aujourd'hui, il se mange tous les jours et à toute heure. Nous avons fait un voyage culinaire cette semaine pour voir comment se prépare ce mets traditionnel originaire de la région du littoral Cameroun. Je vous le disais à l'entame de cette émission, Yam Timba, analyste politique, est l'invité de Grand 7. Bonjour. Bonjour Madame Malingui. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Écoutez, c'est un plaisir partagé. Alors, on parle de la Centrafrique. Le président centrafricain, Fosso Archange Touadéra, va soumettre le peuple à un référendum constitutionnel à la fin du mois de juillet. L'annonce a été faite mardi lors de son adresse à la nation qui a été aussitôt mise en ligne. La décision intervient d'après le chef de l'État, après consultation des présidents de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle. Les détails dans cet élément que signe Serge Bertrand ici et on se retrouve juste après. J'ai donc décidé, après consultation du président de la Cour constitutionnelle et du président de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 90 de la Constitution du 30 mars 2016 et l'article 2 de la loi du 13 janvier 2023, fixant les procédures du référendum en République centrafricaine, de soumettre au référendum le projet d'une nouvelle constitution de la République centrafricaine. C'est désormais acté, les Centrafricains devront écrire une nouvelle page de l'histoire le 30 juillet prochain. Convoqués pour un référendum constitutionnel, ils devront modifier l'actuel texte en vigueur qui, selon le président de la République, contient des dispositions susceptibles de compromettre le développement du pays. Pour lui, la loi fondamentale de 2016 n'est plus adaptée aux aspirations du peuple, car elle n'affirme pas assez la souveraineté de l'État, l'indépendance nationale, encore moins le droit à l'autodétermination du peuple. Inscrit dans son projet de réforme de l'État lors de sa campagne électorale de 2020, l'initiative a longtemps fait l'objet d'une bataille juridique. Et en septembre 2022, la Cour constitutionnelle avait annulé le décret de création du comité de rédaction d'une nouvelle constitution, avant de voir sa présidente Danielle Darlan mise d'office à la retraite. Selon certains observateurs, cette réforme a un seul objectif, permettre au président Touadéra de briguer un 3e mandat, car le texte actuel ne lui permet plus de se représenter en 2025 après ses 2 mandats. Merci Serge Bertrand ici. Alors, Yam Timba, s'achemine-t-on vers un 3e mandat du président Fosso Archange Touadéra? C'est de la rhétorique occidentale, il faut oublier ça. Il faut poser les questions essentielles qui concernent la vie des Africains.
Je ne sais pas si ce genre de questions se posait quand Mme Merkel remplissait les mandats. Je ne sais pas si on pose ce genre de questions quand M. Recep Tayyip Erdogan remplit les mandats. Je ne sais pas si on pose ce genre de questions quand De Gaulle passait 16 ans ou 18 ans à la tête de la France. Je ne sais pas si lorsque Roosevelt a passé 16 ans à la tête des États-Unis et était même parti pour un 5e mandat, ce genre de questions se posaient. Il faut laisser les faux débats et revenir sur ce qui est important pour les Africains. Je crois qu'il faut déjà d'abord mettre les points sur les i. Il n'est pas question en RCA de 3e, 4e, 5e mandat. Il y a un problème de souveraineté qui se pose. Je crois que le président l'a rappelé et je crois qu'il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens ne savent pas du fonctionnement de la République centrafricaine actuelle. En Centrafrique, vous êtes camerounaise. Imaginez dans ce pays qu'on appelle le Cameroun, lorsque le président de la République veut signer un décret, qu'un ministre contresigne ce décret. Vous imaginez ça? Dans votre entreprise ici, vous imaginez que votre président veut signer une décision et c'est contresigné par un de ses directeurs ou par un des employés? Voilà le genre de constitution qui a été rédigée sous la plume, la dictée de l'ambassadeur français en 2016. Voilà le genre de constitution qu'on a donnée à la République centrafricaine. Alors, l'actuelle constitution est celle sur laquelle le président Faustin Archange Touadéra a prêté serment en 2016 et en 2020. Aujourd'hui, vous l'avez dit, elle est jugée insuffisante. Non, elle n'est pas jugée insuffisante. C'est une constitution qui bloque cette République. Elle a un certain nombre on n'appellerait même pas ça d'insuffisance, de lacunes, de manques, qui font de la République centrafricaine une petite province française. Et il s'agit pourtant d'un État souverain. Donc, il est question aujourd'hui, compte tenu de la volonté du président affirmée depuis 2016, de clairement affirmer l'indépendance de la République centrafricaine. Ce qui me pousse à vous poser la question, quelles pourraient être les réformes contenues dans ce nouveau projet de loi? 2 ou 3 réformes centrales. La première, c'est que cette constitution va proclamer et clairement affirmer l'indépendance de la République centrafricaine. Deuxièmement, cette constitution va affirmer la souveraineté de la République centrafricaine. La constitution de 2016 n'en parle pas, tout comme d'ailleurs la plupart des constitutions des pays africains. Si vous lisez mon dernier ouvrage, Mpot Bokibon, vous verrez par exemple la critique que je fais de la constitution du Cameroun, qui est un texte qui ne dit pas si nous décidons que nous sommes un pays indépendant ou si nous sommes un pays souverain. C'est dit nulle part. Donc, nous n'avons pas, dans nos pays d'Afrique où on parle le français et utilise le franc CFA, nous n'avons pas du tout proclamé notre indépendance. Nous n'avons pas du tout affirmé notre souveraineté et ce texte-là va le dire. Ce pays décide d'être souverain. Et puis la deuxième chose, ou la troisième que le président rappelle d'ailleurs, c'est que ce texte-là bloque complètement le développement économique, politique, culturel de ce pays. Je prends un exemple. Vous avez dans ce pays, dans la Constitution de 2016, qui dit que pour que le président signe un décret ou promulgue une loi, il faut la validation du président du Conseil constitutionnel, de la Cour constitutionnelle chez eux. Mais c'est une chose incroyable. Et il est dit les lois et les règlements. Les règlements, c'est les décisions administratives. Un décret, un arrêté, une décision, une nomination, par exemple, des choses comme ça, qui peuvent concerner une nomination ou le lancement d'un projet ou la recherche de financement quelque part, des choses comme ça, qui sont le management quotidien d'un pays. Il faut soumettre ça à la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que le président ne dirige pas le pays, c'est le président de la Cour constitutionnelle qui dirige le pays. Sauf que celui qui est élu, c'est le président de la République, ce n'est pas le président de la Cour constitutionnelle. Et pire, celui qui a un bilan à défendre, ben, ce n'est pas le président de la Cour constitutionnelle, c'est le président de la République. Sauf que c'est le président de la Cour constitutionnelle qui dit si le président doit faire ou pas. Nous sommes dans quel cas de figure là? Mais ça a été pensé ainsi. Parce que, évidemment, à l'époque, je vous le dis encore, hein, le rapporteur de la commission de la rédaction de cette constitution en 2016, j'ai eu la chance de parler avec lui, il l'a dit dans des documents qui existent sur Internet, que c'est l'ambassadeur de France qui avait décidé que cette constitution sera comme ça. Et il était dans la salle. Comment se fait-il qu'un pays rédige sa constitution et il y a l'ambassadeur d'un autre pays qui est là-dedans et qui décide de ce qui doit être fait? Donc le président Touadéra, stratégiquement, a laissé faire. Parce qu'il y avait des choses qu'il fallait consolider, comme par exemple la sécurisation du territoire. Aujourd'hui, c'est sécurisé à 99%. Quand il prenait le pouvoir en 2016, c'était à moins de 30%.
Le pays était sécurisé. Aujourd'hui, c'est 99%. Donc, il peut, compte tenu des alliances qui ont été faites et compte tenu de tout ce qui a été réalisé sur le plan de la sécurité et de la maîtrise du territoire, il peut donc aujourd'hui enfin proclamer l'indépendance de son pays, affirmer la souveraineté de son pays qui est devenu un partenaire important des BRICS. N'oubliez pas que le Centrafrique héberge le siège Afrique centrale des BRICS. Et compte tenu également des promesses électorales qu'il avait faites. Parce que tout le monde passe rapidement sur les promesses électorales, mais ce monsieur a promis d'investir 42 milliards de dollars au cours de ce mandat pour sortir le Centrafrique de la misère. Le problème, c'est que comment vous allez pouvoir investir 42 milliards quand vous avez le franc CFA? Vous n'en décidez pas, vous ne maîtrisez même pas vos propres réserves. Vous n'avez rien. Tout ce que vous vendez à l'extérieur, c'est un autre pays qui en décide. Si vous voulez acheter quelque chose, c'est ce pays-là qui en décide. Si vous lancez l'exploitation d'une mine, de n'importe quelle ressource minière, en fait, c'est ce pays qui en profite, pas vous. Donc, le président a pris 2 décisions exceptionnelles. La première, c'est de donner un statut légal au Bitcoin, ce qui permet de se défaire de la tutelle monétaire de la France. Il y a 2 choses par lesquelles on soumet un peuple. La monnaie, c'est-à-dire la dette ou la monnaie. La monnaie, donc avec son corollaire, la dette, c'est le cas. C'est pour ça que nos pays sont totalement soumis. Nous n'avons pas de monnaie. La deuxième, c'est par l'épée, c'est-à-dire par les armées, l'occupation militaire. C'est encore court en RCA. Vous avez la MINUSCA qui est là, vous aviez, il y avait encore jusqu'au 31 décembre une base militaire française là-bas. Et les Français, compte tenu de l'arrivée des Russes, sont partis. Bon débarras. Ensuite, il y a la MINUSCA qu'il devrait partir. Ce qui est d'ailleurs un gros problème parce que si vous voulez aider un membre d'une organisation, vous devez pouvoir lui donner les moyens, mais vous ne pouvez pas mettre 2 commandants en chef dans un même pays, ça n'existe nulle part. Donc aujourd'hui, la Constitution a ce type de limite-là. Et ces limites-là bloquent le pays. Dans le cas d'espèce, ça a bloqué le projet Sango, pour lequel des investisseurs sont arrivés à Bangui avec 2,5 milliards de dollars. Et je vous rappelle que le PIB le PIB du Centrafrique n'est que de 1300 milliards de francs CFA, c'est-à-dire exactement un peu moins de 2,5 milliards de dollars. À cause de l'imbroglio provoqué par l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, le RCA a perdu cet investissement-là. C'est-à-dire que vous avez toute la valeur ajoutée produite par un pays en une année. Vous êtes en train de nous faire comprendre que la mise en retraite d'office de Daniel Darlan est justifiée. Pourtant, non, une certaine opinion estime que... Pas par ça. Une certaine opinion, Yamtimba estime que c'était un process, tout a été pensé par Faustin Archange Touadéra en mettant Daniel Darlan qui s'est opposé à ce comité de création de rédaction de cette nouvelle constitution. 2 choses, madame. Est justifiée. 2 choses. D'abord, madame Darlan a été mise à la retraite selon les dispositions administratives. Elle avait atteint l'âge de la retraite. D'ailleurs, le principe chez eux, c'est que les hauts fonctionnaires, vous êtes notifiés 3 mois avant. Donc, elle prenait sa retraite en décembre et elle a été notifiée en septembre. Je peux savoir ce qui s'est passé parce que j'étais à Bangui à cette époque-là. Ça, c'est la première disposition. La deuxième chose, c'est que Madame Darlan s'est opposée à un projet qui n'était pas une loi, le projet Sango. Et je vous dis que pour ce projet, à Bangui, il y avait des investisseurs qui étaient assis, qui apportaient un peu plus que le PIB de ce pays. Comment jugez-vous une personne qui fait perdre à son pays des investissements qui sont l'équivalent de son PIB? Je vous rappelle que le Centrafrique est le pays le moins développé dans le monde. Il est classé dernier sur l'IDH, l'indice de développement humain. Et vous avez un président qui vient, qui veut développer le pays, qui trouve le moyen de lever tout d'un coup l'équivalent du PIB du pays. Il y a quand même quelqu'un qui dit non. Et vous savez pourquoi la personne dit non? Mais parce qu'elle peut le faire. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites du fait de ces liens avec un certain nombre de gens de l'opposition qui sont radicaux et qui sont des affidés de la France, à RCA, qui malheureusement ne voulaient pas de cette souveraineté et ne voulaient pas que ce projet marche. Je vous explique en 2 mots pourquoi le Bitcoin fait problème. Le Bitcoin fait problème parce qu'il permet de se libérer de la tutelle monétaire de la France. Tout ce que vous vendez aujourd'hui, toutes vos réserves de change de tous nos pays sont gérées au Trésor français. Le Trésor, ce n'est même pas une banque centrale, c'est l'administration. Vous savez ce que c'est que le Trésor au Cameroun? C'est le ministère des Finances. C'est la même chose en France. Ils utilisent cet argent, c'est écrit sur leur site internet, pour renflouer leur budget. Et les pays africains n'ont pas la possibilité d'utiliser ces réserves de change
pour investir dans leur pays, pour faire des deals au niveau international, des montages financiers qui leur permettraient d'attirer des investissements directs étrangers, de nouer des PPP, des partenariats publics-privés, parce que tout ça est aux mains de la France. Grâce au Bitcoin, rien ne peut plus se retrouver au trésor français. Et donc, ces pays-là peuvent disposer de toutes leurs réserves, de toute leur trésorerie, mais en Bitcoin. Et grâce à ça, donc, nouer les deals dont je parlais, développer les PPP, les partenariats publics-privés dont je parlais. Naturellement, ça ne va pas être quelque chose d'accepté, de facilement applaudi par un pays qui vit du franc CFA depuis le 26 décembre 1945. Donc, vous comprenez que les bagarres qu'il y a souvent dans nos pays, il faut bien les comprendre. Et sur le plan géopolitique et stratégique, la plupart des gens ne comprennent pas ce qui est en jeu. Et ils stigmatisent un président qui fait des efforts, qui veut sortir son pays de la misère. Justement, c'est un bilan très reluisant que vous nous dressez là des 2 mandats du président Faustin Archange Touadéra. Mais il y a beaucoup de critiques. Mais il y aura toujours beaucoup de gens qui vont vous critiquer à partir du moment où vous venez vous assurer que c'est le peuple qui désormais va pouvoir avoir de quoi vivre et pas une petite minorité. Le concept le plus important du président Touadéra, c'est la richesse partagée. Et ce concept-là, vous le comprenez, ne plaît pas à beaucoup de gens. Ne plaît pas du tout à l'ancienne oligarchie qui se moquait très bien de ce que le peuple peut bien penser, de comment il vit, de sa misère, etc. Mais qui cette oligarchie-là, eh bien, se vautrait dans le luxe et faisait tout pour être en bon terme avec les maîtres colonisateurs du passé. Ce que je veux vous dire simplement, c'est qu'il faut qu'on s'entende bien. Ce qui est en jeu en RCA, la plupart des gens ne le mesurent même pas. 16%. Le président, quand il a annoncé qu'il va investir 42 milliards au cours de ce mandat pour sortir ce pays de la misère, en fait une puissance économique en Afrique. Ça paraît étrange, mais le Qatar n'a même pas la population du RCA, de la Centrafrique, mais est une puissance économique. En investissant de cette façon, il le faisait. Alors, il a fait faire un certain nombre d'études géologiques. Et aujourd'hui, on sait que 16% du territoire de la République centrafricaine représente l'équivalent de 3 000 milliards de dollars. 3 000 milliards de dollars, c'est supérieur au PIB de l'ancienne puissance colonisatrice, et elle n'est pas forcément contente de voir ce magot lui échapper. Et donc, le président, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut protéger cela. Il va se trouver des alliés. Après avoir discuté avec ses collègues de l'Afrique centrale, il va se trouver des alliés non traditionnels, alternatifs, qui vont lui permettre de sécuriser tout le territoire. C'est le cas des Russes, qui l'ont aidé, des Chinois, qui l'ont aidé, alors que les anciens partenaires traditionnels étaient là et le pays a toujours été en guerre civile. Depuis l'indépendance, ce pays n'a pas connu de période de paix réelle. Il faut que nous soyons conscients de ces enjeux, nous les Africains, et que nous sachions qui nous stigmatisons et qui nous pouvons soutenir, ou tout au moins que nous ayons une compréhension claire de la situation de nos pays et que nous soyons lucides sur les arguments que nous avançons. Quand vous êtes face à cela et que les gens ne comprennent pas qu'il faut une nouvelle constitution pour que ce pays-là protège ces 3 000 milliards de dollars, 16% du territoire seulement, 3 000 milliards de dollars, que ce pays-là, s'il avait une autre constitution, aurait eu les 2,5 milliards d'investissements qui étaient sur la table à la fin de l'année dernière et qui représentaient l'équivalent, un peu plus que le PIB de ce pays-là. Vous auriez pu voir, vous imaginez l'impact. Et que ce pays-là, qui est menacé partout, aujourd'hui, il arrive quand même, le président, il peut aller dans ce qu'il est en train de faire. Il a pu former une armée. Je vous rappelle que quand ce président arrive au pouvoir, tout ce pays-là n'avait que 47 Kalachnikov, sans munitions. 47 Kalachnikov sans munitions. En 2016, quand ce président arrive au pouvoir. Aujourd'hui, ce président a 6 avions de chasse pour sécuriser son territoire. Madame, il faut que nous comprenions une chose. L'Afrique, l'Europe nous a déclaré la guerre depuis 600 ans. Et si nous continuons à croire que les gens qui sont nos amis, c'est ceux qui nous ont déclaré la guerre et nous font violemment la guerre depuis 600 ans, nous nous trompons. Notre rôle à nous n'est pas d'être contre eux. Ce n'est pas notre objectif. Notre rôle à nous, les Africains, ce n'est pas de leur faire la guerre. Ça ne nous intéresse pas. Notre rôle à nous, c'est de retrouver notre souveraineté. Et je crois que cette constitution qui proclame
qu'elle va restaurer la souveraineté de l'État centrafricain et du Centrafrique. C'est ça la voie. Et lorsque ce sera fait, ceux qui hier nous ont fait la guerre ont pillé chez nous. Nous n'avons jamais fermé la porte. Ce président-là, malgré le fait qu'ils disent que la France ne fait que lui créer des problèmes, n'a fait que créer des problèmes à son pays, a toujours laissé la porte ouverte en se disant « nous sommes tous les fils de l'humanité ». Et en tant que fils de l'humanité, nous devons pouvoir discuter, nous devons toujours pouvoir trouver la bonne... Si vous voulez, nous devons toujours nous entendre. À vous entendre parler, ensemble. Yam Timba, on a l'impression que vous ne pensez pas que l'opposition, notamment le bloc pour la défense de la Constitution, ne pourra pas faire barrage à ce projet. Je crois qu'il faut aller sur les faits, madame. L'Assemblée en RCA, sur 140 députés, plus de 120 ont donné leur accord pour cette nouvelle Constitution. Ce n'est pas une réforme constitutionnelle, c'est un changement constitutionnel. Le président n'est pas en train de tripatouiller la Constitution. Le président écrit une nouvelle Constitution. Cette Constitution est rédigée depuis l'année dernière. Donc ce n'est pas un travail qui s'est fait comme ça, sur un coup de tête. Ce n'est pas une réforme où le président vient tripatouiller 2 ou 3 articles, non. C'est une nouvelle Constitution, c'est un changement constitutionnel qui veut dire qu'un pays passe d'un état de colonie ou de semi-colonie à un état de pays souverain et indépendant. C'est un changement extraordinaire. C'est un peu comme les États-Unis qui passent du statut de colonie anglaise à un statut d'État indépendant et souverain. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas voir les Africains faire. Mais c'est ce qui va se faire en RCA. Et c'est ce que le président propose à son peuple. Vous imaginez bien que si les États-Unis étaient demeurés une colonie anglaise, les États-Unis ne seraient pas développés aujourd'hui. Il a fallu que les États-Unis deviennent un pays indépendant et souverain. Le président, l'une des choses qui caractérise les États-Unis, c'est la déclaration d'indépendance, madame. Il n'y en a pas dans nos pays où on parle le français et utilise le franc CFA. Et le président du RCA, il dit, c'est ce qu'on va faire. De la République centrafricaine dit, c'est ce qu'on va faire. Et donc, ceux qui sont là pour défendre une constitution dictée par un ambassadeur d'un pays étranger, il faut questionner leur patriotisme, il faut questionner leur relation à la nation à laquelle dont ils parlent. Il faut qu'on comprenne que la situation aujourd'hui en République centrafricaine est telle que soit les gens vont choisir de demeurer une semi-colonie française, soit ils vont choisir d'être des grands garçons, de grandes filles et devenir un pays indépendant et souverain. Lorsque ce pays sera indépendant et souverain, je prends un exemple. Le Centrafrique va lancer bientôt la production et le raffinage de l'or. Les mines connues aujourd'hui représentent 180 milliards de dollars. 180 milliards de dollars. 180 milliards de dollars, c'est presque 4 fois le PIB du Cameroun. 4 fois le PIB du Cameroun. Ils vont lancer. Selon les mécanismes du franc CFA, si ce pays accepte de rester une semi-colonie française, telle que tous les pays d'Afrique centrale, si le Centrafrique exporte ces 180 milliards de dollars, 90 milliards vont atterrir dans le trésor français et vont aller alimenter le budget de l'État français. Mais si ce pays est indépendant, madame, les 180 milliards seront utilisés pour les Centrafricains. Quel est le choix qu'on va faire? Si on est des hommes sérieux, des hommes normaux, quel est le choix qu'on fait? Laisser que la moitié atterrisse dans le trésor de notre pays ou utiliser la totalité de ces ressources de votre pays pour votre population? Voilà le genre de changement que le président propose à son pays. Maintenant, vous avez 180% des députés qui sont d'accord avec lui. Donc, je ne sais pas cette espèce d'opposition, je ne sais pas de quoi on parle, je ne sais pas quelle opposition, 20% des gens. Si vous avez 80% de l'Assemblée nationale qui est d'accord, mais vous avez déjà gagné, la loi peut être promulguée. Mais ce président a estimé que le peuple, et il le dit dans son discours, le peuple est au-dessus de tout. Nous n'allons donc pas utiliser le moyen de l'Assemblée que nous contrôlons pour aller régler un problème. Nous rentrerons voir le peuple parce que le peuple est celui qui m'a élu. C'est le peuple qui l'a élu et il va revoir le peuple qui est le souverain. Il aurait pu passer par l'Assemblée nationale, il a 80% des députés pour lui. Le Conseil économique et social vient de donner ça, a toujours été d'accord avec lui. La Cour constitutionnelle actuelle a été d'accord. Donc, en fait, le président a l'aval de toutes les institutions. Pourquoi il va vers le peuple?
C'est ça qu'on appelle être démocrate, madame. C'est ça qu'on appelle être un homme légitime, qui n'a pas peur de son peuple, qui va revoir son peuple. Du coup, ce changement de constitution ne pourra pas faire retomber la RCA dans ses jours sombres, notamment la guerre civile de 2013, suite à l'éviction au pouvoir de François Bozizé. Je pense que cela est derrière nous. Depuis son indépendance, c'est la première fois où un président de la République centrafricaine contrôle 99% de son territoire, depuis son indépendance. C'est la première fois. Et c'est la première fois où un président de ce pays-là a les moyens, une armée réelle qui peut défendre son territoire. Ce président est arrivé à former une armée forte de 20 000 hommes. Je crois que bientôt on sera à 50 000 hommes qui sont capables de sécuriser le territoire. Quand il arrivait, je vous l'ai dit, il avait 47 Kalachnikov. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans la nomenclature de tout le reste. Aujourd'hui, il a au moins 6 avions de chasse. On sait combien coûte un avion de chasse. Il y a beaucoup de grands pays autour du Centrafrique qui n'ont pas 6 avions de chasse. Ça veut dire que ce président a pris le temps, depuis 2016, en 7 ans, de construire, de structurer, de formuler, d'élaborer, de sécuriser. Et il est aujourd'hui dans une situation où il devrait servir d'exemple à tous les autres peuples. Si certains dirigeants africains auraient dit « j'ai l'Assemblée nationale, j'ai la Cour constitutionnelle, le Conseil économique est d'accord avec moi, le gouvernement évidemment est totalement d'accord avec moi, donc ce que je vais faire, la loi elle-même elle est d'accord avec moi puisqu'il se fonde sur l'article 90 de la Constitution. La loi me donne, la Constitution actuelle même me donne le droit de faire ça. Il aurait pu passer en force, il aurait pu, même pas, ce ne serait pas un passage en force, il aurait pu passer par l'Assemblée nationale. Mais il dit, le peuple, il a été élu par le peuple, c'est le peuple qui est souverain, c'est lui qui est supérieur à toutes les institutions. Il va demander au peuple si le peuple est d'accord. Croyez-moi, les jours sombres de la République centrafricaine sont révolus. Il n'y en aura plus. Il va y avoir aujourd'hui des jours lumineux, des jours de bonheur, des jours de ce que le président appelle la richesse partagée. Et ça, c'est ce qui ne plaît pas, de voir un pays africain où les gens vont pouvoir vivre bien. Croyez-moi, il y a beaucoup de pays africains aujourd'hui qu'on veut brûler, dans lesquels on crée des troubles, dans lesquels les gens s'ingèrent parce que justement, ils n'aiment pas voir les Africains développer leur pays, dans lesquels ils n'aiment pas voir les Africains avoir la maîtrise de leurs ressources, ils n'aiment pas voir les Africains se battre pour leur peuple, ils n'aiment pas voir les Africains être en osmose, les dirigeants africains être en osmose avec leur peuple. Là, vous avez un président qui dit, le peuple, dites ce que nous devons faire. Vous avez souvent l'habitude de vivre ça en Afrique. L'opposition ne fait pas partie de ce peuple. L'opposition qui dénonce un coup d'État constitutionnel, est-ce qu'on devrait mettre à l'écart cette opposition-là? Je pense que si l'opposition sait lire la Constitution, et ces gens-là sont des gens sérieux, je sais qu'ils ont un certain parcours, dont ils savent lire. L'article 90 de la Constitution ne tombe pas du ciel, il est bien dans la Constitution. Donc si cet article est donc bien dans la Constitution de 2016, mais ils n'ont qu'à lire cet article-là. Est-ce que le président n'a pas le droit de faire ce qu'il a à faire? Il a le droit de le faire du fait de cette Constitution qu'ils disent défendre. Il y a quand même des gens qui sont dans une contradiction assez incroyable. Vous ne pouvez pas vous contredire de cette façon-là. Vous ne pouvez pas à la fois dire que vous défendez une Constitution. Le président se fonde sur la même Constitution, mais vous n'êtes pas d'accord avec lui. Vous auriez voulu qu'il dise quoi? Vous auriez voulu que le président dise « je dis que, je pense que, je décide que ». Le président vous dit « la Constitution dit ceci ». D'abord... La même Constitution peut permettre à Fossa Archange Touadéra de cumuler des mandats. Je pense que le problème des mandats est un faux problème. Parce qu'en réalité, je vais vous dire une chose forte sur le plan politique. Si la Constitution est changée, je veux dire si la Constitution est changée... Fossa Archange Touadéra pourra cumuler des mandats. Il ne cumule rien du tout. L'actuelle Constitution limite à 2 mandats. Le président ne cumule rien du tout. Le président est en train de construire un pays. D'accord. Ceux qui pensent qu'ils sont... Mais attendez un peu, le président cumule un mandat, sera élu, non? Si vous pensez que le président ne doit plus rester au pouvoir, mais vous vous arrangez à mobiliser le peuple et puis le peuple, lors des élections, va renvoyer le président au quartier. Enfin, il y a une logique que je ne comprends pas. Il y a une logique que je ne comprends pas. Vous avez des États qui ont besoin de se construire. Vous avez des États dans lesquels qui sont dirigés par des constitutions qui ne disent même pas que ces États sont souverains et que ces États sont indépendants. Et vous vous appuyez sur ces constitutions qui font de vous des semi-colonies. Et la seule chose qui vous intéresse là-dedans, c'est les mandats. Pendant ce temps,
il n'y a pas de route à Bangui. Je vais vous rappeler qu'à cause des mécanismes du franc CFA, le Centrafrique a eu 80 milliards venant des Saoudiens qui devaient permettre de goudronner les routes à Bangui. Ça a été bloqué. C'est ça qu'on veut? C'est ça défendre la Constitution? C'est ça vraiment les grands démocrates de l'opposition? C'est ça? C'est ça qui ferait le bien au peuple centrafricain? Cette poussière terrible à Bangui, alors qu'il y a les ressources pour goudronner Bangui? Je crois que les Africains doivent savoir ce qu'ils veulent. Le problème que nous avons, c'est que nous avons 2 ou 3 types qui n'ont aucune projection de leur peuple dans le futur, dans le développement, et qui pensent que jouer avec les mots, qui pensent que les slogans que les Occidentaux nous envoient, ouais, 3e mandat et tout le monde s'enflamme, que c'est ça qui va construire les pays. Vous avez le sentiment que Mme Merkel, parce que les gens, je vous rappelle que quand elle a fini ses 2 premiers mandats, il y a des gens qui ont dit pas de 3e mandat. C'est ça qui aurait construit l'Allemagne. La Turquie, elle aurait été construite parce que les gens auraient bavardé pendant longtemps en disant qu'il ne faut pas que M. Tayyip Erdogan ait 3 mandats. Les mêmes gens-là qui soutiennent ceux qui disent qu'on fait le 3e mandat, leurs parents étaient pour empêcher De Gaulle de faire 20 ans au pouvoir. Je crois que nous avons des faux débats. Nous avons des repères historiques intéressants. Si vous avez la maîtrise du peuple, croyez-moi, madame, si vous avez la maîtrise du peuple, le président en place part. Et je vais vous dire une chose qui est toute simple. Prenons des exemples en Afrique. Parce que j'ai comme l'impression que les gens se disent qu'on crée l'histoire. Il y a eu changement constitutionnel, il y a eu changement de président au Kenya, non? N'est-ce pas? Il y en a eu en RDC, non? Il y en a eu en Angola, non? C'est exact. Mais alors pourquoi est-ce que les gens ne vont pas en Angola, RDC, au Kenya et partout ailleurs, là où il y a changement de président, pour demander quelle est la recette? Je crois qu'on est sur des faux problèmes. Les problèmes de fond, je dis, est-ce que le problème du 3e mandat est beaucoup plus important que le fait qu'à Bangui, vous avez... Bangui, c'est 1 200 000 habitants. À peu près, vous avez autour de 5% d'enfants qui ont moins de 5 ans. C'est-à-dire, à peu près, vous avez quoi, 60 000 enfants au moins, autour de 100 000 enfants au moins, qui ont moins de 5 ans. C'est mieux de passer les journées à ergoter sur les 3e mandats et laisser ces enfants mourir de coqueluche parce qu'il y a trop de poussière. On a compris, Yam Timba. Donc, je pense, madame, que ce que le président fait, les gens, ils sont aériens. Le président Touadéra, il est sur les faits, il est sur la vie de tous les jours et il est responsable de 6 millions de Centrafricains. Lui, il n'est pas là pour sa belle gueule ou pour dire qu'il est le plus beau, le plus chaud, le plus je ne sais pas quoi. Il est là pour dire, est-ce que les Centrafricains vivent bien? Est-ce que les Centrafricains sont sur des routes goudronnées? Est-ce que les Centrafricains ont des ponts? Est-ce que les Centrafricains ont de l'électricité? Est-ce que les Centrafricains arrivent à manger, à se soigner, à s'éduquer? Voilà le problème, voilà ce qui lui importe. Les 3e mandats, il n'a d'ailleurs pas, il ne goûte pas beaucoup à ce genre de débat. Il goûte sur les débats du genre, est-ce que les Centrafricains ont largement de quoi vivre? Nous sommes arrivés à la fin de cette première partie de votre émission, Yam Timba. Merci pour cette brillante intervention. Eh bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité de parler de choses qui sont importantes pour l'Afrique et pas de choses qui nous perdent du temps pendant que le monde évolue. Là, nous sommes en pleine construction. J'espère que vous allez continuer à nous permettre de parler de choses utiles pour l'Afrique et pas des choses qui n'ont aucun intérêt pour nous. Au plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Ce sera le mien. Métioum Tayo va nous rejoindre sur ce plateau. Avec elle, nous parlerons de cette crise au sein du GICAM. Mais avant, on fait le point en images. Le président du groupement interpatronal du Cameroun, Célestin Tawamba, n'est pas allé par 4 chemins pour déclarer l'incompétence du comité des sages du GICAM en matière de fusion, objet de la discorde. Dans sa note de mise au point du 30 mai dernier, il rappelle que le comité des sages en la matière n'a qu'un rôle consultatif qui n'oblige pas le conseil d'administration. Tout au plus, il ne peut faire que des suggestions au conseil qui est seul compétent pour définir des orientations stratégiques pour le bon fonctionnement de l'institution. Et donc, toute initiative à l'image de celle prise par le comité le 25 mai dernier pour s'opposer à l'opération de fusion GICAM-ECAM est une immixtion dans les attributions du conseil d'administration qui ne fait aucun sens, selon le président. Il précise pour enchérir que le conseil d'administration n'a aucune injonction à recevoir du comité des sages. C'est pourquoi, par souci de transparence,
Il avait informé le comité de l'opération de fusion dont il entend poursuivre la concrétisation le 11 juin prochain à l'occasion de l'assemblée ordinaire de l'institution. En rappel, le conseil d'administration du JICAM et le comité des sages s'achoppent sur un projet de fusion JICAM et CAM. Une situation qui a débouché sur l'intervention du ministre de l'administration territoriale interdisant une réunion le 30 mai dernier du JICAM à son siège à Douala. Dans une note signée de Michel Oumarou, sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er, le ministre de l'administration territoriale interdit une réunion prévue ce 30 mai au siège du groupement interpatronal du Cameroun. Annulation qui fait suite à de vives contestations qui subsistent depuis quelques jours au sujet d'un accord conclu entre Célestin Tawamba, président du JICAM, et le président d'entreprise du Cameroun, formellement acté le 5 avril dernier. Les entrepreneurs dénoncent un stratagème de l'actuel président du JICAM dont le mandat s'achève en décembre 2023 pour s'éterniser à la tête de la plus importante organisation patronale du pays. Une fusion des deux entités qui entraînerait la dissolution du JICAM et des CAM pour laisser place à un nouveau mouvement patronal. Le comité des sages du JICAM réuni le 25 mai dernier à Douala a récemment demandé au président de l'institution de surseoir au projet de fusion engagé plus tôt jusqu'à ce que toutes les conditions de fond et de forme soient réunies. Cette semaine s'annonçait alors décisive pour la suite pour l'ensemble des membres du groupement puisqu'une session du conseil d'administration avait été convoquée ce jour. C'est à se demander si l'assemblée générale ordinaire prévue le 3 juin prochain aura effectivement lieu. Merci Larissa Libo et Serge Bertrand ici pour ces éléments. Alors, Méthiou Taillou nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir de vous avoir. Et moi donc. Alors, on parle de la crise au sein du JICAM. Fusion JICAM et CAM. Fusion improbable? Disons qu'on ne devrait pas se poser la question. La réponse, elle appartient aux membres du JICAM. Ils ont été appelés à l'Assemblée générale extraordinaire pour le 11 juillet prochain. Donc, ils vont se prononcer là-dessus et nous serons informés de savoir ce qu'ils ont choisi. Comment comprendre cette réaction du comité des sages? Est-ce à dire que le bureau exécutif a commis un impair selon les textes du mouvement? Disons que le comité de sages, de tout ce qui apparaît de l'abondante littérature dont nous avons été abreuvés par la presse, le comité des sages est d'abord le gardien des transitions, avec une voix consultative. Et le comité des sages a donné un avis en disant il faudrait avoir plus de détails sur le fond comme sur la forme. Donc, parler d'impair, en réalité, notre sentiment est que les choses se sont enflammées parce que justement, il y a une échéance de calendrier, il y a cette échéance-là qui brouille les pistes et qui empêche de regarder les enjeux au-delà de la fusion. Le JICAM, c'est plus de 1000 membres quand même. Est-ce que cette grosse controverse ne révèle pas finalement des dissensions qui vont au-delà de cette fusion? Bien sûr, oui, les dissensions. Vous savez, quand on a cette taille, il faut reconnaître déjà que les intérêts ne sont pas à tout moment convergents. Donc, il y a des divergences qui arrivent et nous pensons vraiment qu'aujourd'hui, les dissensions portent sur le fond. Le fond, il s'agit de quoi? De la vision du JICAM. C'est-à-dire que quelle est la vision du patronat sur les enjeux aujourd'hui? C'est-à-dire que la fusion et tout ce que ça charrie, pour nous, c'est un cache-sexe. C'est-à-dire que les enjeux sont ailleurs. Les enjeux sont éminemment grands. Les enjeux concernent la conformation du JICAM face aux enjeux de l'économie aujourd'hui. Vous pouvez nous briefer sur quelques enjeux? Oui, mais par exemple, le Cameroun est engagé dans la transformation structurelle de son économie. Alors, on a eu l'habitude d'entendre tous les défauts du secteur public. Et alors, au niveau du secteur privé, est-ce que le patronat, tel qu'il est structurellement organisé aujourd'hui, est prêt à répondre à ces défis-là? Est-ce que le JICAM, aujourd'hui, est prêt, tel qu'il est organisé, nous disons, peut amener le Cameroun à atteindre ces défis, à résoudre ces challenges? Nous pensons que c'est là que se trouve le débat en réalité. C'est-à-dire qu'il faut aller vers la refondation, il faut aller vers quelque chose de nouveau, de plus ambitieux, de structurellement plus adapté
à ce que l'économie demande aujourd'hui. Ce que l'économie demande aujourd'hui, c'est la PME. C'est-à-dire que la PME est le poumon de l'économie. On a beaucoup d'efforts là-dessus. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est fait au niveau du JICAM pour que les PME soient plus audibles? On demande plus d'inclusion. Qu'est-ce qui est fait au niveau du JICAM en faveur de l'économie sociale solidaire? Il y a des enjeux comme ça sur lesquels on n'entend pas le JICAM. C'est-à-dire que la couverture santé universelle, par exemple, lorsqu'on prend ce sujet, la santé de l'employeur doit préoccuper le patronat. Alors, où sont les entreprises de santé? Où est le secteur privé lucratif au sein du JICAM? Est-ce qu'il y est représenté? La formation du personnel, c'est-à-dire qu'il est dit, il est admis que les Camerounais, les étudiants, ne sont pas formés, l'employabilité est très limite en raison d'un parcours de formation qui ne répond pas aux attentes des entreprises. Où est la voix du JICAM là-dessus? C'est-à-dire que quelle est la représentativité des établissements de formation au sein du JICAM? Ce sont des entreprises privées. Cette fusion va permettre au JICAM d'être plus représentatif, vous pensez? Nous pensons justement qu'il faut décaler l'appréciation du fait que c'est la fusion qui apporte les solutions au JICAM. Non. Okay. C'est rebâtir le JICAM qui va apporter. Parce que, voyez-vous, la fusion même de tous les patronats qui existent actuellement va avoir quoi? À peine 1% des patrons qui sont syndiqués. C'est-à-dire que sur l'ensemble des patronats qui existent aujourd'hui, si tous fusionnaient, imaginons dans un monde idéal qu'il y ait une confédération ou une fédération de tous les patronats qui existent aujourd'hui, nous en avons 5 ou 6, on aurait au maximum 3000 chefs d'entreprise syndiqués sur plus de 300 000 entreprises. C'est-à-dire que tout patronat réuni, on est à 1% de représentation des chefs d'entreprise, ce qui reste limite. Ça veut dire que la fusion n'est même pas le bout du tunnel. La fusion, c'est une étape, c'est un processus qui ne devrait pas autant mobiliser toutes les énergies. Il y a certainement des questions de démarche, des questions de process. On peut interroger la gouvernance et l'éthique qu'il y a derrière, mais ça ne peut en aucun cas être le débat principal. Au-delà de la mise au point faite par le président Célestin Tawamba, l'Assemblée générale du 12 juillet, autant pour moi, est très attendue. À quoi doit-on s'attendre? Disons que c'est un jour de vote. C'est le 11 juin, nous devrions peut-être regarder le calendrier. C'est jour de vote et pour toutes les élections, voilà, c'est sensible. C'est-à-dire que la question va être soumise aux membres du JICAM, qui sont ceux à qui appartient le groupement pour ou contre la fusion. C'est-à-dire que le sujet est sur la table et les membres vont le dire. Et comme je tiens vraiment à le répéter, c'est-à-dire que c'est vraiment juste une étape. Il faut le prendre comme ça. C'est-à-dire qu'il y ait fusion ou pas, à l'échelle au sortir du 11 juillet, la question de la transformation en profondeur du JICAM, du patronat, reste essentielle pour que le secteur privé joue pleinement son rôle dans le développement du pays. Une majorité penche pour la fusion. Je tiens à souligner, je tiens à rappeler à nos téléspectateurs qu'il existe 2 fusions. La fusion création et la fusion absorption. Une certaine opinion penche, une majorité penche pour la fusion absorption. Oui. Quelle lecture faites-vous? Disons que la question est juridique. C'est-à-dire qu'il faudrait ramener des techniciens juridiques pour qu'ils vous disent ce que c'est que la fusion-absorption, ce que c'est que la fusion-création et qu'on lève ces équivoques. Mais d'emblée, ce que nous dirons, c'est que ça va être quand même difficile d'imaginer que la réunion des 2 patronats doivent entraîner une remise à plat d'un héritage de 66 ans. Ça, c'est ce qui est difficile à admettre pour l'opinion aujourd'hui. Mais bon, il faudrait être à l'écoute de tous les arguments. Et c'est pour ça, je pense que ce sera le rôle là, de l'Assemblée générale extraordinaire. C'est là-bas que les choses vont se décider. Quel peut être l'impact de cette crise pour le secteur privé? Une crise d'image déjà. Une crise d'image. On n'a pas été habitué à voir les patrons dans l'empoignade. On n'a pas été habitué à voir les patrons avec des gros sabots. D'habitude, le président du patronat est dans toute sa respectabilité et son honorabilité est un peu plus précautionneux que ça. Donc, on n'a pas été, l'environnement, le landerneau socio-économique n'a pas été habitué
à entendre autant de rififi au sein d'hommes, parce que dans le secteur privé, les patrons qui sont dépositaires de la fortune, on dit l'argent ne fait pas de bruit. Donc on n'a pas été habitué effectivement à entendre autant de bruit autour du patronat. Donc il y aura une première crise image qu'il faudra que le prochain président devra s'atteler à reconstruire. Il y aura aussi la crise de légitimité, c'est-à-dire que quels sont les critères sur lesquels se fonde la représentativité du GICAM, la représentativité du patronat. Il va falloir rebattre les cadres sur ces critères. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui la moitié des membres du patronat qui sont des PME, mais dont la voix est peu audible. Peu audible au niveau des projets, peu audible au niveau de l'intense production intellectuelle qui se fait au niveau du GICAM, de la production scientifique qui se fait au niveau du GICAM. Donc ça, c'est des choses qui vont interpeller. C'est-à-dire c'est vraiment là, on est au nœud d'un tournant pour un GICAM, un patronat différent, totalement différent, structurellement différent. Le processus mené par Célestin Tawamba aurait-il galvaudé les textes? Question juridique. Question juridique, je préfère interroger le futur, c'est-à-dire que qu'est-ce que le processus met sur la table comme vision pour le prochain GICAM? Donc nous sommes en fin de cycle de mandat. Peut-être bien que cette vision appartient à un prochain président, mais c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que qu'est-ce que le prochain président du GICAM va mettre sur la table comme vision? En réalité, c'est là où il y a l'attente. C'est là où il y a l'attente. C'est-à-dire qu'il y ait fusion ou qu'il n'y ait pas fusion, le patronat reste. C'est-à-dire que le patronat, c'est-à-dire que l'organisation syndicale des chefs d'entreprise va rester, cette organisation existe. Mais quel est donc l'attelage structurel qui va lui permettre d'être plus performant qu'aujourd'hui dans l'adresse des problèmes économiques que le pays affronte? Revenons tant soit peu sur le comité des sages. Le comité des sages ne serait-il pas un peu conservateur? Est-ce qu'il faut le leur reprocher? Quand on est gardien des traditions, on est attaché à l'héritage. Sauf qu'il agit à titre consultatif. Oui, chacun son rôle, chacun sa place. C'est-à-dire qu'on ne renie pas un héritage pour avancer en réalité. C'est-à-dire qu'on fait toujours avec le passé et puis on se projette vers l'avenir. Alors, quelle est la partie du passé dont on peut se débarrasser pour avancer? Le comité des sages et gardiens a donné son point de vue. D'ailleurs, le GICAM n'est pas à son premier changement de nom. Le GICAM a déjà changé de nom. C'est-à-dire qu'à sa création en 1957, il ne s'appelait pas GICAM, il a pris cette dénomination plus tard. Ça veut dire qu'il y a tout de même une marge de mutation face aux enjeux de l'environnement. Donc, on doit pouvoir se délester de ce qui ne correspond plus à la vision qu'on a pour l'avenir, que le secteur privé a pour l'avenir, et on doit pouvoir mobiliser un consensus minimal autour du passé commun qui représente le patrimoine. Qu'est-ce que cette fusion pourrait apporter aux deux mouvements selon vous? En réalité, j'insiste là-dessus. Se cantonner à la fusion, ça veut dire voir sur le court terme. Parce que je vous la fusion, elle est là. Oui, la elle fusion, a été signée la fusion, elle est là. Avril. Oui, la fusion, elle est là. Elle doit encore être approuvée. Alors, allons-y par hypothèse. C'est-à-dire que, hypothèse 1, la fusion est là, on est à combien de membres? Sur les déclaratifs actuels, on est à 1500 membres. Et je vous dis, 1500 chefs d'entreprise, l'Institut national de la statistique déclare 300 000 entreprises. Donc, quand vous faites la proportion, vous comprenez qu'il y a du travail. C'est vrai, on commence quelque part, mais il y a du travail pour ramener les chefs d'entreprise autour de la table. Alors, s'il n'y a pas fusion, on a toujours ces patronats qui existent, même s'ils sont de façon individuelle en leur partie constituée, mais ça reste la même proportion. C'est-à-dire que ça reste 1000 pour le GICAM, 500 pour l'ECAM selon les déclaratifs, mais c'est la même proportion, c'est-à-dire qu'il y a 300 000 chefs d'entreprise et on a au sein des patronats que 3000. Donc, vous comprenez qu'en réalité, nous devons être plus ambitieux que ça dans la lecture de l'enjeu. Nous devons vraiment considérer que la fusion est une étape dans la conformation de ce que le secteur privé, le patronat doit avoir pour pouvoir répondre aux enjeux de l'économie.
la question qu'il faut mettre sur la table, c'est que la structure du patronat doit changer. Merci, M. Taï, d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Au plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Merci. Je rappelle, vous êtes directrice générale Finch. J'espère que je prononce bien le nom. En tout cas, vous en êtes bien sorti. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour une toute autre rétrospective de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.